Ce soir-là, on avançait dans le noir complet, 10 fillettes perdues dans les bois. Quelque chose nous a guidés toute la nuit. Ça s'est passé quand j'avais 11 ans, c'était il y a plus de 40 ans, donc le fait que je m'en souvienne si clairement devrait vous indiquer à quel point cela m'a profondément marqué. Dans ma famille, il y a beaucoup de personnes légèrement hypersensibles. Pour la plupart d'entre nous, c'est surtout pendant l'enfance, et ça disparaît généralement une fois la dizaine atteinte. Ce n'était pas mon cas. J'étais certainement beaucoup plus sensible enfant qu'aujourd'hui. À l'époque, j'étais encore assez sensible, et ça a un lien avec l'histoire. Alors voilà. Ma mère a joué à la chaise musicale version religieuse pendant toute mon enfance, et quand j'ai eu 10 ans, elle est tombée sur la chaise des Mormons. Ma mère a décidé de m'inscrire au camp d'été de l'église. Elle y allait comme monitrice, donc elle était là aussi. Comme dans tous les camps d'été, on racontait une histoire de fantôme dans les bois. En gros, la forêt était hantée par le fantôme d'un jeune homme qui s'était noyé après être tombé d'un ponton sur la rivière, un peu plus loin dans les bois. Dans un accès de bêtises typique des préadolescentes, mes camarades de cabane et moi avons décidé de nous faufiler dehors le dernier soir pour chercher le fantôme. Bien sûr, aucune de nous ne s'attendait à trouver quoi que ce soit, mais c'était une idée à la fois effrayante et amusante. Alors, vers 22h30, ce soir-là, l'extinction des feux était à 21h, nous nous sommes glissés par la fenêtre arrière de la cabane avec une seule lampe torche, sans la moindre idée de la direction à prendre. Inutile de dire que nous nous sommes complètement perdus. Dites-vous que c'était juste une bande de filles de 11 à 12 ans qui tâtonnaient dans les bois la nuit en essayant de se faire peur. La lune était presque pleine quand nous avons quitté le chalet, mais peu après notre arrivée dans les bois, elle a disparu et il faisait soudainement très noir. Nous n'avions pas assez de lampes de poche. Alors que nous commencions tout à réaliser à quel point nous étions dans le pétrin et que cette idée pourtant amusante n'avait finalement pas été très brillante, l'atmosphère a commencé à devenir inquiétante. Faute de lumière, nous avons décidé de marcher en file indienne pour que personne ne se perde. Chacune de nous posait la main sur l'épaule de la fille devant nous. J'étais d'ailleurs la première, car j'étais la seule à avoir pensé à prendre une lampe de poche. Nous avons commencé à marcher en ligne droite, pensant être dans la direction d'où nous venions, pour retourner au camp, quand j'ai eu la très forte impression que nous nous trompions de chemin. J'ai littéralement entendu quelqu'un dire, comme s'il était juste à côté de moi. « Ce n'est pas sûr par là, allez à droite. » C'était une voix masculine, et comme je l'ai dit, nous étions 10, tous des jeunes filles. Ce n'était la voix de personne du groupe. Quoi qu'il en soit, suivant mon intuition, j'ai écouté cette voix. J'avais le sentiment qu'elle était fiable. Au début, je n'ai rien dit aux autres, et encore moins que je suivais ses indications, jusqu'à la 3e fois. Bien sûr, nous nous sommes toutes transformées en une bande d'enfants terrifiés qui hurlaient pendant une vingtaine de minutes, mais nous avons fini par comprendre que quoi qu'il arrive, il fallait absolument rentrer au camp. Alors nous nous sommes remis en rang, les mains sur les épaules, et nous avons repris notre marche. Je continue à ressentir des sensations et à entendre des indications chuchotées, mais les autres filles ont commencé à ressentir des choses elles aussi. Aucune d'elles n'a entendu de voix, mais elles ont ressenti une main sur une épaule ou l'autre, les poussant doucement à gauche ou à droite, et ce n'était jamais une seule d'entre elles, c'était littéralement toute la file d'entre nous qui était doucement poussée l'une après l'autre. Comme je l'ai dit, ce n'était pas une bousculade, c'était une légère poussée pour nous faire nous écarter. Ça nous est arrivé à tout au moins 2 douzaines de fois au cours des heures qui ont suivi, alors que nous marchions dans les bois pour retrouver notre chemin vers le camp. Nous avons été retrouvés vers 4h du matin et raccompagnés au camp. À ce moment-là, bien sûr, nous étions tous en train de bafouiller hystériquement et l'un des moniteurs a dû nous faire asseoir et nous calmer avant même de pouvoir nous faire raconter une histoire cohérente. Rien que ça, c'est une histoire assez effrayante, mais c'est quelque chose qui semble assez subjectif et qui serait facilement balayé d'un revers de main et oublié. Ce qui a vraiment rendu la chose troublante, c'est ce qui s'est passé le lendemain. Notre départ n'était prévu qu'à 16h le lendemain. Nous avions donc une journée entière au camp avant de rentrer à la maison. Toutes les filles étaient allées se coucher et on ne nous a réveillés qu'à midi, car nous n'avions pas dormi de la nuit et nous étions épuisés physiquement et mentalement. Mais nous avons toutes été très surprises d'être rassemblées et de recevoir l'annonce d'une promenade en forêt, car les moniteurs et autres responsables du camp avaient des questions importantes à nous poser sur la nuit précédente. En gros, dans les bois on a suivi exactement le même chemin que la veille. Au début on avançait au hasard, on cherchait notre chemin à travers les bois, mais on s'est rendu compte qu'on se dirigeait vers une falaise surplombant la rivière. Il y avait un précipice d'une douzaine de mètres vers lequel on fonçait droit, et on voyait bien qu'on s'était arrêté et qu'on avait fait un virage serré à droite à environ 3 mètres du précipice. On a ensuite longé la falaise pendant près d'1 kilomètre en pente descendante jusqu'à arriver près de la rivière. On entendait le courant, donc on savait qu'on était proche, mais on ne l'a jamais vu.
Ce qui nous a tous vraiment intrigués, c'est qu'en descendant la colline au bord de la falaise, on s'est retrouvé sur un vieux quai de chargement pourri. Ce n'était pas un petit quai comme on l'avait imaginé en entendant l'histoire de fantômes, c'était énorme, de la taille d'un terrain de football, coupé en deux dans le sens de la longueur, et c'était plein de trous. Nous l'avions traversé en zigzagant, suivant littéralement le seul chemin sur ce quai, et nous n'avions même pas conscience d'y être. C'est alors que nous avons senti les mains, car nous marchions à peu près à plat, puis lorsque nous avons tourné à droite, après avoir entendu la voix me dire « ce n'est pas sûr par là », allez à droite, nous avons commencé à descendre, une descente très marquée, et c'est lorsque le terrain s'est aplani que nous avons senti les mains. C'est à ce moment-là que nous étions sur le quai. Ces mains nous ont maintenus en vie, et nous ont permis de traverser ce quai sains et saufs. Nous avons parcouru près de 45 mètres de bois pourri, sans qu'aucun de nous ne trébuche, mais à la lumière du jour, on pouvait clairement voir le chemin défoncé que nous avions emprunté le long du quai, et il était loin d'être droit. De toute façon, la plupart des animateurs ne croyaient pas que nous avions rencontré un fantôme, et encore moins qu'il nous avait guidés ainsi et sauvés. Je crois que ma mère était la seule à nous croire un peu. Ils disaient tous que nous avions eu une chance incroyable et qu'ils laisseraient nos parents décider de notre punition, puisqu'ils allaient leur raconter notre petite escapade nocturne. Voilà. Je n'y suis jamais retournée, et je n'ai plus jamais eu de nouvelles des autres filles, car aucune d'elles ne fréquentait la même église que moi. Ce n'est pas ma seule expérience, mais c'est sans doute l'une des plus étranges qui me soit arrivée. J'ai grandi dans une famille très religieuse. Nous ne parlions jamais du surnaturel, en dehors des anges et des démons. Je ne connaissais rien aux créatures de la nuit. Au moment des faits, je venais tout juste d'avoir 8 ans. Ma famille avait décidé qu'il serait génial de partir camper dans le nord de l'Ontario, au milieu des magnifiques arbres d'automne. Après quelques heures de route, nous sommes enfin arrivés. Nous avons tout installé, tente, foyer, etc. J'ai aidé mon père à couper du bois, quand nous avons réalisé que mon frère, âgé de 6 ans à l'époque, avait disparu. En réalité, mon père faisait la majorité du travail et le temps d'installer le campement, la soirée était déjà bien avancée et la nuit commençait à tomber. Comme on pouvait s'y attendre, la panique s'est installée alors que nous le cherchions partout. Nous vérifions chaque recoin. C'est alors que mes parents m'ont dit de rester au camp au cas où ils reviendraient, puis ils sont partis chercher plus loin. Je suis restée seule peut-être 15 minutes quand j'ai cru entendre quelqu'un se déplacer dans les broussailles, juste derrière la limite du camp. Je m'étais promis de rester là, puisque j'étais le seul au camp, au cas où mon frère reviendrait. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix de mon frère appeler à l'aide, venant exactement de la même direction que le bruit. Alors contre mon meilleur jugement, j'ai commencé à marcher. J'ai pris le bâton de marche que j'avais ramassé plus tôt dans la journée et je l'ai serré fort, inquiet à cause des nombreux animaux sauvages dans la forêt. Traverser les broussailles était difficile. Elles étaient épaisses et j'avais de petites jambes à l'époque. Mon malaise grandissait à chaque pas, mais je me disais que c'était simplement l'inquiétude pour mon frère. Après 5 minutes de marche, je suis arrivé au pied d'une petite falaise avec une section raide mais escaladable. J'ai décidé de grimper pour voir si je pouvais apercevoir mon frère. J'ai passé quelques minutes à grimper, me griffant assez violemment sur une racine, mais j'ai fini par atteindre le sommet. La vue, par une meilleure journée, aurait été plutôt jolie. De grands arbres aux feuilles jaunes et oranges recouvrant le sol et se mêlant aux broussailles. J'ai balayé la zone du regard plusieurs fois, sans trouver la moindre trace de mon frère. C'est alors que j'ai ressenti une énorme vague du malaise qui m'accompagnait depuis mon départ du camp. Cette fois, c'était bien plus intense. J'ai jeté un dernier regard rapide autour de moi avant de repartir. Mon erreur fut de ne regarder que vers le bas de la falaise et les zones plus basses autour, et pas derrière moi. Lorsque je me suis retourné pour redescendre, je l'ai vu. Au début, j'ai cru que c'était simplement un bosquet de bouleaux au bord de la clairière. Puis j'ai vu un mouvement, léger mais perceptible. C'était comme une branche suspendue à la canopée, mais elle se pliait, puis encore un peu plus. J'ai suivi cette branche du regard jusqu'à ce que je le voie. C'était un homme ou quelque chose qui lui ressemblait. Il devait mesurer plus de 2 mètres, peut-être davantage, car il était presque aussi grand que certains arbres. Sa peau était blanche comme du papier, ce qui le faisait se fondre parmi les bouleaux. Il était très maigre, filiforme, et il me fixait. Je n'oublierai jamais son visage. Il me rappelait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux lorsqu'il attaque, mais en pire, plus émacié, plus étiré, figé dans cette expression. Mon corps s'est figé, mais je savais que je devais rentrer, retrouver mes parents, ou aller n'importe où sauf ici. J'ai donc glissé et dévalé la pente en roulant, me couvrant de bleu et des raflures. Heureusement, j'avais été très attentif au chemin pour ne pas me perdre moi-même. Je me souviens avoir pensé que peu importe ma vitesse, cette chose pourrait facilement me rattraper. J'ai réussi à revenir au camp, mais mes parents n'étaient pas encore revenus.
Je me suis caché dans la camionnette et j'ai dû m'endormir sous l'effet de la chute d'adrénaline, car la prochaine chose dont je me souviens est mon père ouvrant la porte coulissante et me secouant pour me réveiller. J'ai essayé d'expliquer ce que j'avais vu à mes parents, mais ils ne m'ont pas cru. Ils avaient retrouvé mon frère près d'une rivière voisine. Lui et un autre enfant qu'il s'était fait comme ami avaient suivi la rivière en remontant le courant et s'étaient perdus. Heureusement, les gardes du parc avaient déjà vu ce genre de situation et l'ont retrouvé, effrayé mais indemne. Nous avons passé la nuit sans incident majeur, à part des ratons laveurs fouillant notre nourriture mal rangée. Le lendemain matin, mes parents ont décidé de plier bagages et nous sommes rentrés peu après. J'ai encore quelques petites cicatrices de ma descente de la pente, donc je sais que ce n'était pas un rêve. Quoi qu'il arrive, je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Voici une histoire qui date d'il y a 2 ans. J'avais décidé de partir faire du camping en solo sur la propriété d'un ami dans le nord du New Jersey. Une énorme erreur, comme je l'ai découvert. Pour donner un peu de contexte, j'avais 24 ans, plutôt en forme, au moins pour la randonnée, et je connaissais extrêmement bien l'endroit, car on avait campé plusieurs fois. Je savais qu'il y avait des chances de croiser des chiens sauvages, des cerfs et des ours noirs, peut-être même une personne ou deux, les créatures les plus rares de ces bois. Je ne suis pas un homme très courageux, et je voulais vraiment devenir assez à l'aise pour faire du camping solo, afin de pouvoir un jour apprendre tout ça à mon fils quand il serait assez grand. Je suis un grand fan de bushcraft, l'art de vivre dans les bois. Je prépare mes affaires et je fais les 2 heures de route jusqu'à chez mon ami, que j'appellerai Dear Brother à partir de maintenant puisque sa famille possède une ferme de cerfs. J'arrive vers 11 heures et je commence à descendre le flanc de la montagne. Il y a plein de trucs cool là-bas, d'anciennes mines de fer, des outils abandonnés dans les bois. La randonnée est magnifique et il me faut qu'1 heure environ pour atteindre notre camp habituel. Pendant les 7 heures suivantes, je bricole un peu, je répare les meubles de camp de mon ami et j'ajoute mes propres touches, un petit banc, quelques rondins pour s'asseoir, etc. Je teste aussi quelques couteaux que je venais d'acheter. Je fais un feu et je remarque un bruit étrange de coups venant de l'autre côté de la vallée. Ça sonnait comme un bruit de hache frappant du bois dur, très rythmique, donc j'ai supposé qu'un voisin faisait un peu de débroussaillage. Je continue mes activités. Dans l'heure précédant le crépuscule, ce bruit de coups se rapproche, d'abord très loin, puis juste au fond de la vallée, que je pouvais voir clairement. Je cherche la source, je ne vois rien. Pas grave, tant que ce n'est pas juste à côté de moi, mais le bruit continue de se rapprocher. 500 mètres, 300 mètres, 200, jusqu'à ce qu'il fasse nuit, et que le bruit ne soit plus qu'à une vingtaine de mètres de mon camp, derrière un énorme érable tombé. Là, je commence à paniquer comme un gamin. J'appelle mon ami pour qu'il vienne me chercher, et je crie bien fort que je suis armé. Il m'a prêté une arme en cas d'agression d'ours. Le bruit s'arrête. Je vais m'allonger pour attendre mon ami. Il devait arriver dans environ 20 minutes, puis le bruit recommence, juste derrière ma bâche. Je me barre immédiatement, laissant tout mon matériel derrière moi, et je commence à remonter le sentier vers l'enclos à cerfs. Le bruit me suit jusqu'à ce que j'entre dans le parc à cerfs. Là, il s'arrête, et je ne l'entends plus du tout pendant le reste de l'attente. Mon ami dit que c'était un oiseau. Moi, je dis que ce n'était absolument pas un oiseau, et que c'était bien trop rythmique et intentionnel pour ça. Il y a environ 4 ans, quand ma femme, à l'époque ma petite amie, et moi étions à l'université, nous avons décidé un samedi soir d'aller explorer une grande forêt près du campus. Nous avons acheté du matériel de randonnée, des lampes torches et du spray anti-ours, car quelqu'un avait récemment été tué par un ours dans cette forêt. Puis nous avons roulé jusqu'à l'une des entrées vers 21h. Je ne sais pas trop pourquoi nous avons décidé d'y aller de nuit, probablement pour l'adrénaline, et parce que les étoiles seraient magnifiques sans pollution lumineuse. Mais avec le recul, c'était une mauvaise idée. Nous avons roulé sur la route principale jusqu'à ce qu'elle devienne une route en gravier, puis sur cette route en gravier jusqu'à ce qu'elle devienne un chemin de terre, environ 30 minutes de route dans la forêt. Finalement, nous avons trouvé une petite allée étroite, un cul-de-sac d'une 30aine de mètres où je pouvais garer la voiture. J'ai décidé de me garer en marche arrière pour pouvoir repartir plus facilement. C'était la nouvelle lune ce soir-là, donc il faisait totalement noir à cette profondeur dans la forêt. Nous sommes sortis et avons marché un peu avec nos lampes, mais l'obscurité totale commençait à nous mettre mal à l'aise. Alors nous sommes retournés à la voiture pour un autre type d'exploration, si vous voyez ce que je veux dire.
On s'est dit qu'on ne croiserait personne aussi loin dans la forêt, et le chemin que nous avions pris se divisait en des dizaines de fourches, créant des centaines de possibilités. L'allée où nous étions garés était l'une d'au moins 10 que nous avions déjà dépassées. Bref, on pensait qu'il serait quasiment impossible que quelqu'un nous trouve. Après quelques minutes, alors qu'il ne restait presque plus de vêtements sur nous, nous avons tous les deux vu un vieux pick-up rouillé, cabossé, qui semblait dater des années 1940, arriver au coin du chemin de terre relié à notre allée. Comme il faisait si sombre, nous avons supposé que le camion ne nous verrait pas et passerait son chemin, même si nous étions déjà un peu terrifiés que quelqu'un se retrouve exactement sur la même route que nous, aussi loin dans la forêt. Le camion s'est rapproché encore et encore, et la tension est montée d'un cran. Puis nos cœurs ont chuté quand il a tourné dans notre allée étroite, bloquant complètement la sortie et a allumé ses pleins phares. Je regarde mon téléphone, pas de réseau, nous étions au milieu de nulle part, nus, sans armes, à part le spray anti-ours, et complètement coincés. Le camion est resté là, immobile, à nous fixer avec ses phares. Nous sommes restés silencieux, paralysés. Impossible de courir dans le noir complet, impossible de bouger la voiture, et impossible de faire quoi que ce soit. Après ce qui a été les 3 minutes les plus longues de nos vies, le camion a finalement reculé, est sorti de l'allée et a continué sa route sur le chemin de terre. Nous avons immédiatement démarré la voiture et repris exactement le même chemin pour sortir de la forêt. Nous ne sommes plus jamais retournés aussi loin depuis. J'ai grandi dans une région très rurale, avec des forêts denses et aucune autre maison que la nôtre dans les environs. Ma famille et moi adorions sortir pour de longues promenades avec notre chien. Au moment où cet incident s'est produit, j'avais environ 12 ans, une jeune fille aux longs cheveux blonds, incroyablement naïve. Ça suffit à planter le décor. Ce jour-là, ma famille et moi étions encore en balade dans la forêt. Je devais ramasser des fleurs sauvages pour mon cours de biologie, et j'en avais repéré de nouvelles plus tôt que je voulais récupérer sur le chemin du retour, et mes parents voulaient prendre un autre sentier. Nous nous sommes donc séparés et j'ai continué seul. J'ai trouvé les fleurs sur le chemin et je me suis agenouillé pour les cueillir, quand j'ai soudain entendu le crissement d'une voiture roulant sur la piste. C'était étrange car aucune voiture n'était autorisée dans ces bois, mais je n'y ai pas réfléchi et je me suis simplement écarté pour la laisser passer. C'était un Land Rover vert et j'ai vu la silhouette d'un homme derrière le pare-brise. À mesure que la voiture approchait, elle a commencé à ralentir et je suis devenue un peu nerveuse, alors je me suis encore un peu éloignée. L'homme a alors arrêté sa voiture juste à côté de moi, à quelques mètres seulement. Il a baissé sa vitre et je suis restée figée, incapable de bouger, face au sourire d'un homme barbu d'une 50aine d'années qui m'a crié « Excuse-moi, tu pourrais m'aider à trouver la sortie de la forêt ?» J'ai ressenti un énorme soulagement. Il voulait simplement demander son chemin, ce qui était logique vu à quel point il s'était enfoncé dans la forêt. Mais lorsque j'ai commencé à lui expliquer, il m'a demandé d'approcher parce qu'il ne m'entendait pas bien. À ce moment-là, j'ai vraiment été alarmée. Des enfants avaient disparu dans la région auparavant et mes parents avaient toujours été très honnêtes avec moi sur les intentions des mauvaises personnes. Pourtant, au lieu de fuir cette situation, je suis restée là où j'étais et j'ai simplement parlé plus fort pour qu'ils m'entendent. Naïf, n'est-ce pas? Ignorant ce que je disais, il a ouvert sa portière et a commencé à marcher vers moi. Paralysée par la peur, je suis restée immobile, mais lorsqu'il a tendu la main pour attraper mon bras, sans doute pour me tirer vers sa voiture, l'adrénaline a envahi mon corps et j'ai couru pour sauver ma vie, droit dans les bois. « Hé, attends-moi ma belle !» ai-je entendu hurler derrière moi, suivi du bruit de branches qui craquaient. J'ai paniqué et couru aussi vite que possible. Mon seul avantage, c'était que je connaissais ces bois par cœur, et je ne pouvais qu'espérer qu'ils ne sachent pas quel chemin je prenais. C'est probablement cette connaissance qui m'a sauvée. J'ai fini par déboucher sur une route ouverte qui menait à ma maison. Mon Dieu, merci à moi-même d'avoir passé ma vie à explorer ces forêts. Je ne voyais plus l'homme, mais j'étais encore terrifiée. Alors j'ai couru jusqu'à la maison et tout raconté à mes parents. Mais ce n'est pas tout. À partir de ce jour, chaque fois que je sortais me promener, j'emmenais notre grand chien noir avec moi, par précaution. Lors d'une de ces promenades, je suivais une route et quelques voitures sont passées. Parmi elles, un Land Rover vert. J'ai immédiatement paniqué lorsqu'il a ralenti. Je suppose que mon chien fait un excellent travail pour intimider les gens avec sa taille, car la voiture est repartie aussitôt. C'est clairement l'ensemble d'événements le plus fou que j'ai vécu de toute ma vie. Il y a un parc d'État au pied d'une montagne, près de chez moi. Le parc d'État, c'est Big Spring Park. L'endroit est incroyablement étrange et inquiétant,
mais ma femme et moi aimons y randonner, justement pour cette raison. Une fois, nous nous sommes trompés de point de départ de sentier. Nous avons fini sur le mauvais chemin sans nous en rendre compte avant d'avoir passé 1h30 à marcher dans la mauvaise direction. Quand nous l'avons compris, nous nous sommes arrêtés pour grignoter et boire un peu d'eau avant de repartir. C'était une longue marche après tout. Pendant que nous mangions, nous avons commencé à avoir la sensation d'être observés. Nous avons entendu des choses se déplacer dans les bois autour de nous, alors qu'il était clair que nous étions seuls. Au bout d'un moment, ça a été trop. Alors nous avons repris nos sacs et commencé à rebrousser chemin. Je vous jure, nous étions revenus au point de départ en 15 ou 20 minutes. C'était complètement fou. Nous avons regardé la carte à nouveau, compris où nous étions et où se trouvait le bon sentier, puis nous sommes repartis. Avant d'atteindre le bon point de départ, nous nous sommes reposés dans un emplacement de camping entretenu par les gardes forestiers. Pendant que nous étions là, nous pouvions entendre leur village dans les bois. Ils riaient, discutaient, des enfants couraient et jouaient. C'était une ambiance très chaleureuse et accueillante. Pendant que nous étions au campement, nous avons senti quelques gouttes de pluie, mais le ciel était clair, pas un seul nuage. À peine avions-nous pénétré sous les arbres du sentier raccourci que le ciel s'est rempli de nuages noirs. La pluie s'est mise à tomber comme dans un passage biblique, et le vent hurlait. C'était insensé, le temps avait basculé d'un coup. Au milieu de tout ça, je me suis sentie extrêmement désorientée, comme si je ne savais pas exactement où j'étais, ni ce qui se passait. J'ai commencé à entendre toutes sortes de bruits étranges, des cris, des sirènes, des sons qui n'avaient rien à faire au milieu de la forêt. À un moment, ma femme m'a attrapé la main et m'a tiré hors du sentier. Nous nous sommes réfugiés sous un petit arbre pour nous abriter et nous avons attendu que ça se calme un peu. En repartant, j'ai eu une sorte de vision bizarre. Nous marchions sur le sentier, puis j'ai entendu ma femme m'appeler derrière moi. Quand je me suis retournée, elle était là, me suppliant de venir vers elle. Elle disait que la chose que je suivais n'était pas elle. Puis quand je me suis retournée vers ma non-femme, elle s'est transformée en une créature étrange. Aussi terrifiant que c'était, la vision n'était pas une prémonition, Dieu merci, mais elle m'a vraiment secouée. J'ai surveillé ma femme de très près pendant un moment, mais cela me rappelle quelque chose que d'autres ont rapporté dans la région. Des lumières féeriques, des phénomènes de type feu follet qui attirent les gens. Je me demande si le fait de me faire douter de ma femme n'était pas une sorte de précurseur à l'apparition de ces lumières. Heureusement, elles ne sont pas apparues ce jour-là. Cependant, il existe des légendes locales où les gens sont séparés les uns des autres par ces lumières. Celui qui les suit n'est souvent jamais revu. Quelques-uns ont été retrouvés morts plus tard. Mi-août 2025, mon copain, ma meilleure amie et moi avons fait un voyage d'une semaine dans le parc national des Great Smoky Mountains près de Cosby. On avait déjà fait une énorme randonnée en montagne, Davenport Gap et plein d'autres sentiers intermédiaires. Donc pour notre dernier jour, on voulait volontairement ralentir le rythme. J'ai choisi un sentier plus court près de Cosby, environ 8 km aller-retour, qui menait au reste d'une vieille locomotive à vapeur. Ça semblait tranquille, parfait pour finir le séjour. Quand on est arrivé, le parking était complètement vide. Pas une voiture, pas un randonneur, rien. Petite précision, je suis celle du groupe qui est la plus spirituelle. Je suis ouverte aux trucs étranges. Eux, pas du tout. Ils sont terre à terre, rationnels. Il y a toujours une explication logique. Donc si je ressens un truc bizarre, ils sont toujours là pour me ramener au concret. Dès le début du sentier, on a remarqué une vieille hache rouillée, plantée dans un arbre, juste coincée là. J'aurais dû prendre une photo, mais sur le moment, j'ai minimisé parce qu'il n'avait pas envie de faire cette dernière rando et je voulais profiter de nos derniers instants dans les Smokies. Mais avec le recul, ça ressemblait à un avertissement qu'on a ignoré. À mi-chemin, il y avait un petit détour vers un cimetière, pas rare dans les Smokies. On y est allé, c'était minuscule, quelques tombes seulement. Ayant grandi dans les Ozarks, ce genre de cimetière familial ne me surprend pas. Les pierres étaient vieilles, usées, certaines illisibles et l'endroit était vraiment isolé. On a fait attention où on marchait, on parlait doucement. Sans se le dire, on savait que ce n'était pas un endroit où plaisanter. Étrangement, ce n'était pas du tout effrayant. Pas de sensation d'être observé, pas de malaise. Au contraire, c'était calme, stable, presque apaisant. Le moment le plus serein de toute la randonnée. Je me souviens avoir pensé que si on devait ressentir un malaise quelque part, ce serait là. Mais non, c'était posé, comme si on devait juste reconnaître l'endroit, puis repartir. Et c'est ce contraste qui rend la suite encore plus étrange, parce que ce qui nous a mis mal à l'aise ensuite, je suis certaine que ça ne venait pas de là. On est revenu sur le sentier principal, on a atteint les restes de la locomotive, on a regardé un peu, puis on a fait demi-tour. Il n'y avait que quelques pièces, donc pas grand-chose à voir, mais c'était cool. C'est là que l'ambiance a changé de façon subtile. Le ciel s'est assombri très vite,
comme ça arrive parfois en montagne. J'ai vérifié la météo. Ciel clair partout ailleurs, rien d'impossible, mais c'était notable. Puis de temps en temps, il y avait un bruit bas, doux, que mon cerveau interprétait comme un grognement. Ça pouvait être le vent, des insectes, un animal lointain. On s'arrêtait pour écouter, mais dès qu'on s'arrêtait, le bruit cessait. Aucun mouvement, aucun autre son. Ce qui était perturbant, ce n'était pas le bruit, c'était ma réaction physique. Je randonne beaucoup, j'ai entendu des animaux, des craquements, des bruits soudains, mais là c'était différent. Pas plus fort, pas plus effrayant, juste faux. J'avais une conscience physique très profonde d'être exposée, comme si je devais continuer à avancer. Plus tard au dîner, on a parlé de la rando. Mon copain a dit qu'il avait entendu des bruits qui ressemblaient à des chuchotements sur le chemin du retour. Ma meilleure amie a immédiatement dit qu'elle les avait entendus aussi. Encore une fois, il y a des explications possibles. Le son voyage bizarrement dans les forêts, surtout sur des sentiers vides. Mais on n'avait croisé personne et le sentier était un aller-retour simple, sans bifurcation. Il n'y avait aucune source évidente pour des voix si proches. Ils ont tous les deux admis s'être sentis mal à l'aise. De la part de deux sceptiques, ça m'a marqué. Pour la première fois, on s'est dit, on n'a rien à faire ici, ou quelque chose ne veut pas de nous ici. Un dernier détail me reste encore en tête. À l'allée, il y avait une grande toile d'araignée tendue entre deux arbres, bloquant complètement le sentier. Mon copain est grand et s'est pris des toiles toute la semaine, mais celle-ci avait une grosse araignée au centre, donc il l'a vue. Il nous a dit de nous baisser, on est passé. Au retour, la toile avait disparu. Les araignées déplacent leurs toiles, le vent existe, les animaux passent, je sais tout ça. Mais c'était étrange parce que le sentier était vide et la toile n'était pas déchirée, elle avait juste disparu. Rien de spectaculaire ne s'est produit, mais sur tous les kilomètres parcourus cette semaine-là, c'est le seul sentier où nous avons tous les trois ressenti la même chose. On n'était pas à notre place, et même avec des explications rationnelles, ce sentiment ne m'a jamais quitté.